come together and sort of have a common vision about how we can change the world. Voici comment certains managers gèrent l'économie. Mais les économistes ne comprennent pas ça. Et ils persistent à dire que tout le monde est égoïste. Et on est censé faire avec. Ce qui veut dire donner une liberté maximum à tout le monde dans l'espoir que, d'une certaine manière, tout ceci se traduira par un résultat social optimum. Adam Smith avait une vision nuancée de l'intérêt personnel. Cette idée complexe a été galvaudée pour donner 200 ans plus tard un système économique simplement mu par l'avidité. Pourquoi ? Ça commence en séparant Adam Smith I d'Adam Smith II et en faisant de la richesse des nations une théorie scientifique. La doctrine de l'intérêt personnel était l'équivalent pour l'économie de la loi de la gravitation. Elle assurait un équilibre. Si tout le monde était libre de chercher son intérêt personnel sur les marchés, on arriverait à l'équilibre, un équilibre optimum, équivalent à l'équilibre des corps physiques, libre de se mouvoir. Je crois que l'analogie avec la physique est très juste. Mais ce que les économistes ont négligé, ce sont les relations humaines. La sociologie et la psychologie nous disent que de nombreux comportements semblent ce que des économistes qualifieraient d'irrationnels. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de les définir. C'est tout simplement humain. University of Michigan Television presents an interview with Ayn Rand, noted American novelist, author of The Fountainhead and Atlas Shrugged, and philosopher spokesman for America's New Intellectuals. L'intérêt personnel a été respecté comme une loi physique tout au long du XIXe siècle. Au cours de la première partie du XXe siècle aux États-Unis, c'est même devenu une philosophie morale. I'm challenging the moral code of altruism, the precept that man's moral duty is to live for others, that in fact makes man a sacrificial animal. I say that man is entitled to his own happiness and that he must achieve it himself. Now, what can be more important than happiness? But happiness does not mean simply momentary pleasures or any kind of mindless self-indulgence. Happiness means a profound, guiltless, rational feeling of self-esteem and of pride in one's own achievement. Join me in welcoming Paul Ryan. Au XXIe siècle, on retrouve la philosophie d'Ayn Rand sur l'intérêt personnel au cœur d'une campagne électorale. I grew up reading Ayn Rand, and it taught me quite a bit about who I am and what my value systems are and what my beliefs are. The issue that is under assault, the attack on democratic capitalism, on individualism and freedom in America, is an attack on the moral foundation of America. And Ayn Rand, more than anyone else, did a fantastic job of explaining the morality of capitalism, the morality of individualism. Our rights come from nature and God, not from governments. Ce type d'approche a été très nocif, surtout au cours des 20-30 dernières années. On en est presque venu à glorifier l'égoïsme. On en est venu à croire que toute autre motivation, toute autre émotion, toutes les autres valeurs morales seraient secondaires. Elles seraient juste bonnes pour les gens stupides, pour les êtres inférieurs.
Ce système attend des gens qu'ils ne se rendent pas compte du contexte social dans son ensemble. Qu'on les encourage à ne s'occuper que de leur propre intérêt. Et nous en subissons maintenant les conséquences. 2 mots ont suffi à transformer le concept d'intérêt personnel selon Adam Smith. Ces 2 mots sont devenus une formule magique, un moteur pour le système économique mondial et le symbole de la richesse des nations. The invisible hand is a phrase that was introduced by Adam Smith in his great book, The Wealth of Nations, in which he talked about the way in which individuals who intended only to pursue their own interests were led by an invisible hand to promote the public welfare, which was no part of their intention. 60-second adventures in economics. Number 1, the invisible hand. An economy is a tricky thing to control, and governments are always trying to figure out how to do it. Back in 1776, economist Adam Smith shocked everyone by saying that what governments should actually do is just leave people alone to buy and sell freely among themselves. He suggested that if they just leave self-interested traders to compete with one another, markets are guided to positive outcomes as if by an invisible hand. La main invisible est un basique des cours d'économie depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Le paradoxe, c'est que ce seul mot a été dupliqué comme le fondement de l'économie de marché. C'est un succès incroyable. Vous avez des dizaines de milliers de mots dans l'ouvrage de Adam Smith, et c'est la main invisible, c'était une seule fois. Cependant, Adam Smith ne l'avait pas écrit dans ce contexte. Adam Smith was concerned that if there was free movement of capital and free import of goods, he said England will suffer because British capitalists will invest abroad and they'll import from abroad, and that'll harm the English economy. And Adam Smith then gave an argument. It was not a very good argument, but his argument was that English investors will prefer to invest in England because of what some called a home bias. They'll have a preference for investing close by, and therefore, as if by an invisible hand, England will be saved from the menace of free capital movement and of free imports. That's invisible hand. What's that got to do with the Cato Institute or the modern enthusiasm about free capital flow and having U.S. corporations invest in China so they can send stuff back here to sell cheap, exploiting Chinese workers? That's not Adam Smith. La main invisible est apparue comme la façon de lutter définitivement contre la mainmise de l'État sur la vie économique pour mieux se libérer du féodalisme. Vous voyez, le succès instantané. Et de nos jours, on a remobilisé les années 50 pour essayer de tuer l'état du bien-être, la fiscalité progressive, et dire il faut laisser les agents s'auto-organiser. Mais vous voyez, c'est une réinvention d'une tradition. Cette tradition n'a pas joué un rôle actif tout au long du XIXe siècle. C'est une réinvention moderne à des fins d'action sur la politique économique contemporaine. Committee will please come to order. Today is our fourth hearing into the ongoing financial crisis. En 2009, à la suite du krach financier, Alan Greenspan, l'ancien dirigeant de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, fut rappelé à Washington pour être entendu en tant que principal promoteur de la dérégulation. Une dérégulation mise en œuvre au nom de la main invisible. Dr. Greenspan, I want to start with you. You have been a staunch advocate for letting markets regulate themselves. And my question for you is simple. Were you wrong? I found a flaw. You found a flaw in the model that defines how the world works, so to speak. In other words, you found that your view of the world, your ideology, was not
right. It was not working. Precisely. No, that's precisely the reason I was shocked, because I've been going for 40 years or more with very considerable evidence that it was working exceptionally well. À quel modèle faisait-il référence? Le parcours d'Alan Greenspan a démarré sous la férule d'Enron. Il faisait partie de ses disciples, ardents supporters de la suprématie de la rationalité. It is only since the Industrial Revolution, the birth of a free society, the society of capitalism, that there was a new class of men, which is the free producers of material goods, the businessmen, the industrialists. That is the man who lives by means of reason. That is the man who, in his psychoepistemology, is not guided by his immediate perceptions nor by his emotions, but by logic, by his concepts, by reason. That is the man whom I call the producer. Lorsque des années plus tard, Alan Greenspan fut nommé par Gerald Ford à la tête de son conseil économique, il rendit hommage à son ancien maître à penser.